tablette tactile. Euh, Vous m'entendez bien, oui? OK. Oui, oui, très Et bien, oui, oui. qui va permettre aux patients de rapporter ses symptômes et signes vitaux plusieurs jours dans la semaine. Ça peut être quotidien, hein, on détermine ça comme on veut, mais là, on l'a mis 3 fois par semaine, qui sont analysés par un algorithme intelligent permettant de générer des questions supplémentaires en fonction des réponses, parce que si tout va bien, le questionnaire est très vite fini. De générer également des rappels éducatifs automatiques selon les types de réponses et qui vont être un peu aléatoires pour éviter l'ennui du patient. Et enfin, de générer des alertes selon un algorithme d'une logique conjoncturelle, comme on le ferait en soins normal, c'est-à-dire on va raisonner en fonction de la probabilité que le patient évolue vers une décompensation en fonction des signes qu'il a décrits. Euh, il- le système va lui rappeler aussi les compliances hygiéno-diététiques, notamment le régime peu salé, l'activité physique et les traitements. C'était le mardi et le jeudi. Il a aussi accès, le patient, à une base documentaire et à une messagerie sécurisée intégrée. En gros, les ingrédients actifs du système, c'est un monitorage du patient, bien sûr, sur ses symptômes et signes vitaux à la sortie de l'hôpital, une autosurveillance grâce à un apprentissage encadré, et ça, on sait que c'est un point très important dans l'éducation thérapeutique pour avoir des bons résultats. Une éducation et un accompagnement thérapeutique par l'infirmière, mais aussi par l'algorithme qui donne, comme vous l'avez vu, et enfin une gestion des alertes, puisqu'il faut bien des actions à ces alertes pour qu'elles servent à quelque chose. Ça, c'est l'infirmière spécialisée dont on va voir le rôle un peu plus loin. Voilà à quoi ça ressemble. À ma gauche, la partie du patient. Vous voyez ma souris bouger, je pense, hein. Et à droite, la partie de l'infirmière. Donc, vous voyez, c'est très simple, une tablette tactile avec grosses touches des messages assez clairs, toujours positifs sur le patient pour lui rappeler les règles qu'il doit suivre pour que sa maladie reste stable. Et de l'autre côté, pour l'infirmière, un tableau avec les alertes rouges en premier et la possibilité finalement de ne pas consulter les résultats de ces patients-là puisqu'ils sont tous en vert. Sauf qu'en fait, il faut s'y intéresser un petit peu pour pas qu'ils s'ennuient, mais ça, on pourra en parler si vous voulez. Alors, les ingrédients actifs du système et les choses qui font que ça marche, à mon avis, et on parlera en même temps des écueils qu'on a pu rencontrer, bah, c'est l'éducation thérapeutique. La responsabilisation du patient, c'est quand même un des principes de l'autosurveillance, qui est quand même un élément très positif pour les maladies chroniques. Et on y croit beaucoup. Et là, le numérique permet de faire ce lien, peut-être, d'après nos infirmières, en tout cas encore mieux que ce qu'on pourrait faire en atelier, parce qu'évidemment, ça consomme beaucoup de temps médical, enfin, ou paramédical, les ateliers. Et même si c'est indispensable au début, ça ne permet pas la répétition et le temps qu'il faut passer avec le patient pour il adopte un changement d'attitude. L'amélioration de la qualité de vie, bah ça c'est un vœu pieux, hein. On espère toujours que ça leur améliore la qualité de vie, mais c'est pas facile à démontrer. Et donc, je vous disais, le rôle éducatif du SCAD est basé sur cette autosurveillance, les messages éducatifs et surtout l'accompagnement de l'infirmière. Euh, Pourquoi il ne veut pas tourner celui-là? Alors justement, cette infirmière spécialisée, c'est un des éléments clés du dispositif, à mon avis, puisqu'elle va, de par son métier et son savoir-faire, analyser les données du patient, les contextualiser s'il y a des alertes, c'est-à-dire qu'elle va appeler le patient pour savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a fait, quelle modification de traitement ou quel traitement il a oublié, quel écart de régime il a fait, ce qui permet évidemment d'avoir la bonne attitude derrière, parce qu'on ne va pas répondre de la même façon à une alerte sur un écart de régime sans sel qu'à une vraie déstabilisation de la maladie sur une fibrillation auriculaire, par exemple. Donc, ça permet de contextualiser. Et elle va contacter le patient avec deux objectifs. Un soutien quand même psychologique, qui est quand même important. Ça fait partie de l'accompagnement thérapeutique et ça fait probablement partie du succès de la télésurveillance de l'insuffisance cardiaque chez ces patients assez lourds. Et un suivi du monitoring, c'est-à-dire des signes du patient pour lui expliquer ce qu'il doit faire. Alors, vous voyez ici que les infirmières, il y en avait partout dans la région. C'est un choix qu'on a fait. Je l'ai expliqué dans le petit résumé qu'on m'a demandé pour motiver et faire participer toutes les équipes. On les a formées à l'époque à l'éducation thérapeutique et à l'insuffisance cardiaque. Et chaque cardiologue des centres a pu avoir une équipe d'infirmières spécialisées. Et ça, je pense que c'est une force du dispositif, mais c'est aussi une faiblesse parce que en termes de gestion des ressources humaines, évidemment, c'est compliqué. Elles ne font pas que ça. Elles sont parfois détournées à d'autres tâches. Elles n'ont pas un volume d'activité en télésurveillance suffisant pour justifier un poste parfois. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, les plus et les moins de ce type
de- d'organisation, mais qui date de l'historique en fait. Il y a aussi une coordination régionale auprès de Normandie Santé qui avait repris le dispositif en 2012, et puis une équipe référente régionale qui est au CHU de Caen. Comme je vous le disais, l'infirmière, elle crée un lien privilégié et sécurisé, et cette distribution territoriale en fait partie, c'est-à-dire qu'elle permet que les infirmières aient vu où le patient, ou qu'en tout cas le patient sache où elles sont situées et les ait rencontrées au moins une fois. Donc ça nous paraît un élément qui était intéressant, mais encore une fois difficile à faire fonctionner tant qu'on n'aura pas des gros volumes partout. Alors, les autres éléments, là, je arrive plus dans les résultats, mais c'est intéressant. On a pu appareiller notre base de données de télémédecine sur 8 ans de télémédecine et donc 10 ans de suivi en tout, un an avant, un an après, avec les données du SNDS. En 2000, on a commencé ça en 2018, ouais. Et on a pu sortir des éléments assez intéressants parce qu'on avait un taux d'utilisation médian de 79%. Mais effectivement, un tiers des patients qu'on a définis de façon arbitraire, on les a coupés en trois, le groupe utilisateur, ne répondaient pas à plus de deux questions sur trois. Enfin, ils répondaient à moins de deux questions sur trois, pardon. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peu de différences cliniques entre les trois groupes parce qu'en fait, on cherchait les bons répondeurs et les mauvais répondeurs à la télémédecine. Bah, on a eu du mal à les distinguer, les mauvais répondeurs. Parce qu'ils sont un peu plus âgés, c'est vrai. Ils ont un petit peu plus de comorbidité, mais c'est vraiment à la marge. Ils sont pas plus graves en termes d'insuffisance cardiaque. Ils n'ont pas des fractions d'éjection différentes. Ils n'ont pas des NYHA différentes. Rien de tout ça. Rien de ce qu'on connaît habituellement. Et puis chez les non-utilisateurs du SCAD, bah, effectivement, ils sont un petit peu plus âgés quand même, mais c'est tout. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit enseignement. On s'est dit comment identifier les patients qui ne répondent pas bien à la télésurveillance. On ne sait toujours pas le faire. Et c'est vrai que l'un des éléments de succès du SCAD en Normandie, ça a été le fait de s'être basé sur l'évaluation. On l'a fait très tôt par une étude randomisée, certes de faible effectif, mais qui a permis d'asseoir la pertinence de l'algorithme qu'on avait mis en place avec les Canadiens, avec le docteur Belin, Annette Belin, et qui nous a permis effectivement de donner confiance aux équipes et aux institutions sur ce qu'on allait faire, puisque je vous rappelle qu'on était avant le décret télémédecine, et que donc on était quand même dans un contexte de recherche, hein. Euh, voilà. On avait imaginé que c'était transposable à d'autres pathologies chroniques, et de ce fait, de fait la plateforme régionale pourrait être une plateforme multipathologie. Pour le moment, elle fait surtout les anticoagulants et l'oncologie, mais on n'a pas démarré d'autres pathologies chroniques avec ce dispositif, parce que c'est finalement assez complexe. Qu'est-ce qu'on a pu faire? Ben, on a fait cet appareillement probabiliste qui a donné une première publication à Heart Failure en 2020 sur les données, sur l'impact sur la mortalité et les hospitalisations, et puis jusqu'à l'impact de l'engagement du patient dans le télémonitoring. Et ça nous paraît être un élément très important. On a même défini que c'était un critère de gravité si un patient n'adhérait pas à la télésurveillance. Voilà, ça c'était un papier qui a été pas mal intéressant pour les institutions, puisqu'on a communiqué tout ça entre 2020 et 2023, et ça a permis de passer dans le droit commun, enfin d'être un des éléments qui a apporté des données françaises sur la télésurveillance à l'échelle d'une région et de plusieurs centres, pas seulement d'un CHU. Et en plus, on a donc montré, comme je vous disais, on a utilisé le groupe qui ne répondait pas bien aux questions comme un groupe contrôle, avec les limites méthodologiques que ça comporte, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait équivalent à l'autre, mais comme je vous l'ai dit, pas sur les critères d'insuffisance cardiaque, et avec une différence de mortalité et de réhospitalisation qui est majeure à 5 ans et qui se maintient. Donc ça, c'est assez intéressant de voir que les répondeurs de plus de deux questions sur trois ont des résultats comparables et très bons à 5 ans, puisqu'on a eu les données du SNDS à 5 ans pour tous les patients. Donc ça, c'est assez novateur. Ça nous a permis tout ça, et même avant, j'allais dire, dès 2014, une reconnaissance institutionnelle peut-être basée sur la première étude. J'espère que je suis dans les temps. Parce que, on a pu avoir une tarification à l'activité dès 2014 en Normandie. Alors, c'est vrai que ça surprend quand on dit ça, mais c'est parce qu'on avait du mal à avoir les infirmières vraiment disponibles pour le SCAD et qu'elles étaient régulièrement détournées pour faire autre chose parce que le SCAD n'étant pas rémunéré pour l'hôpital, c'était à leurs frais, quoi. Donc, j'étais monté au créneau à l'ARS et on a pu obtenir ce financement à l'activité qui a débloqué la situation et qui finalement préfigurait un peu le passage dans l'étape, et puis après le passage dans le droit commun. Enfin, l'analyse médico-économique du SCAD en vie réelle a été, comme je vous le disais, un des éléments
qui a beaucoup intéressé les institutions avant le passage dans le droit commun, puisqu'on a pu mettre en évidence une diminution des coûts totaux pour les patients, comme vous le voyez, de près de 3 140 euros. Et là, je prends même les non-répondeurs, hein. Parce que si je vous montre je ne l'ai pas fait parce que j'ai trop de données, c'est dans les études publiées. Mais chez les non-répondeurs, on n'a pas, quasiment pas de différence. Mais chez les très bons répondeurs, on est à plus de 6 000 euros. Et vous voyez que ça, c'est pas magique, hein. C'est plus 1 000 euros de dépenses de soins de ville parce qu'on envoie le patient vers son cardiologue traitant et son médecin traitant. J'ai complètement oublié de vous le dire, ça et moins 4 000 euros de dépenses hospitalières. Donc c'est bien l'objectif qu'on s'était fixé. C'est pas de capter les patients, mais bien d'assurer un service, un lien hôpital-ville à la sortie du patient et en lien avec l'équipe ambulatoire qui prend en charge le patient et pour lequel on déclenche des consultations proactives. Ah, un peu oublié de vous dire ça. Euh, Parfois, ça ne veut pas passer, je suis désolé. Voilà. Euh, Ça, c'est bon. Et donc, on a aussi fait, ça, je vais passer peut-être rapidement, mais c'est quand même intéressant, une étude, une vraie étude médico-économique. Parce que ce que je vous ai montré avant, c'est une étude de coûts totaux. C'est ce qui s'est passé en vraie vie dans le SNDS, hein. Donc, c'est indiscutable, c'est les données de la CNAM. Donc, c'est indiscutable, c'est ce qu'on a dépensé pour ces patients. Mais là, on l'a fait en termes d'une évaluation. Est-ce que si on appliquait la télésurveillance type SCAD à une population beaucoup plus large, on aurait des résultats intéressants en termes de santé publique? Ben, vous voyez qu'en plus, on a utilisé les coûts réels du SNDS qui ont été chez nos patients. Donc, on n'est même pas sur une évaluation des coûts. Donc, ça, c'est intéressant. Et en fait, on arrive à la conclusion que dans le scénario de base, on a... pardon, j'enlève ça parce que ça me gêne. Dans le scénario de base, on a un gain de 0,65 quali pour 6 491 euros par année quali. Une quali, c'est une année de vie sans hospitalisation et sans décès. C'est pas cher du tout. Pour vous donner une idée, l'Entresto, c'est 15 à 20 000 euros. Enfin, la plupart des médicaments sont beaucoup plus chers que ça. Donc, on est vraiment sur une technologie qui est très, comment dire, rentable pour les institutions. Et d'ailleurs, quand on regarde à 5 ans, parce que le base case à 10 ans, c'est un classique dans les analyses médico-économiques, mais nous, on n'avait que 50 données, le CAD est plus efficace et moins coûteux que ne pas l'utiliser. C'est quand même incroyable qu'on ne répande pas ce type de dispositif en France entière. Et enfin, pour les patients qui sont hospitalisés avant l'entrée dans le SCAD, c'est-à-dire le modèle qu'on utilisait nous, mais qui n'est pas le modèle obligatoire de la télésurveillance, le gain en quali est encore plus important pour un coût moindre. Donc c'est vraiment ces patients-là sont une cible privilégiée de la télésurveillance, mais je crois que ça, tout le monde en est convaincu, mais quand on le montre en chiffres, c'est encore plus facile à apprécier. Enfin, une chose que je ne vous ai pas mis là, si on allait on peut aller jusqu'à 11 800 euros de remboursement du SCAD, ça serait encore bénéfique. Donc, c'est juste un petit message pour nos institutions. Mais ça ne sera pas le cas. Voilà, donc en pratique, je pense que la télésurveillance par le SCAD a été un succès et est un succès grâce à un algorithme validé d'une part, grâce à l'accompagnement thérapeutique qui comprend donc l'éducation thérapeutique et la motivation du patient, grâce aux infirmières spécialisées en assurance cardiaque qui font l'essentiel du travail de la télésurveillance, hein. Il faut quand même être clair. Moi, ça ne me donne pas de travail, comme je dis souvent, sauf pour mes patients. Sinon, ce sont les patients, l'équipe ambulatoire qui les prennent en charge. Le degré d'interaction doit être élevé pour une efficacité optimale et l'adhérence au suivi également. Voilà. Je pense que j'ai dépassé ou Non, 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 c'est bien, c'est c'est bien. très bien. Voilà, je suis réapparu des ténèbres Ah, dans très bien. lequel Pierre Simon m'avait jeté en m'envoyant un mauvais lien, je pense. Enfin Oh, bref, Pierre, je alors on a suis du revenu. lâche, hein, quand même. C'est pas moi qui ai envoyé les liens. Non, Bon, jamais, peu ben non, mais importe. c'est. Non, non, je te dirai tout à l'heure. On va donc passer. Et il y a eu une question dans le chat, mais on va y revenir lorsque Marc Villasec aura fait son exposé, parce que ça rejoint également un certain nombre de choses qu'il a mis dans sa note qu'il nous a adressée, de façon à faire une réponse globale. Marc? Hop. Alors, donc il y a deux Marc Gulasec, vous en avez deux pour le Prudent. Donc il y a moi et il y a Lauriane Saliège qui est l'infirmière à pratique avancée avec qui je travaille.
Et, euh, donc, on va faire le topo à deux puisqu'on travaille à deux sur ce sujet. Vous voyez bien ma diapo? Oui, oui. Ouais, voilà. Allez, donc en fait, voilà, moi je suis cardiologue à Nîmes en cardiologie libérale et Lauriane bosse dans le cabinet. Euh, alors, donc, quel besoin médical? On a un cabinet de 5 cardiologues, on n'a pas de secteur d'hospitalisation et on voit à peu près 1000 patients insuffisants cardiaques par an. Et la question, pourquoi on a fait ça, c'est pour faire un meilleur suivi et pour mieux prendre en charge les décompensations. En fait, moi, quand j'ai commencé mon exercice en libéral, les patients en cardiaque ils disaient, je suis pas bien. En fait, je savais pas trop à quoi ça correspond, surtout quand ils sont au téléphone, c'était compliqué. Donc, enfin, de toute façon, je n'avais pas de solution. Et au syndicat national des cardiologues, en 2014, on a commencé à avoir des textes qui parlaient de possibles actes de. À l'époque, c'était vraiment pas de la télésurveillance, mais voilà, c'était un suivi à distance sur certaines pathologies. Et voilà. Et donc, on a commencé à réfléchir et on a dit celle qui s'y prêterait le mieux, c'est l'insuffisance cardiaque, mais on aurait très bien pu commencer sur la maladie coronaire. Et donc, en 2017, avant que ça passe dans le droit commun, donc j'ai testé des solutions. Et donc, en 2018, j'ai commencé le droit commun. Et puis, en 2021, Lauriane est venue au cabinet. Alors, quelle organisation professionnelle? Au départ, j'étais seul à faire de la surveillance jusqu'en 2019. Puis après, on était 2 cardiologues en 2020. Et maintenant, on est 3 sur 5. Donc, vous voyez, on n'arrive pas à convaincre tout le monde. Avec 2 solutions différentes, on a changé de solution en fait pour tester. On ne peut pas tout tester. Et donc, Lauriane a commencé à travailler en 2021. Alors, quelle organisation? Donc, normalement, il y a les animations. Donc, le premier carré rouge, et en fait, vous voyez, c'est. Alors là, Rémi Sabatier vous a présenté la partie hospitalière qui était intéressante. Et moi, ça va être la partie juste après. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est le premier recours, donc la médecine, le médecin généraliste, soit il fait un suivi, soit il a un patient avec une suspicion d'EPOF, il adresse à notre cabinet. Moi, vous voyez, là, en tant que cardiologue, je fais le premier accès à la structure, je fais le diagnostic et je fais ses objectifs. Après, soit il mérite une hospitalisation et il part dans la partie verte, troisième recours, soit c'est un patient insuffisant cardiaque connu, qui a son NT-proBNP qui est assez élevé. C'est souvent le cas, hein. Nous, en ville, on a des patients assez âgés et les BNP, l'NT-proBNP, c'est souvent entre 5000 et 10 000. Voilà, pour nos patients. Et donc, une fois que le patient, je trouve qu'il a une insuffisance cardiaque et qu'en fait, il mériterait, c'est souvent, on entend ça prendre souvent des patients qui ont fait des décompensations cardiaques. À ce moment-là, vous voyez, le cardiologue et l'IPA, on fait à la fois la titration et on fait à la fois la télésurveillance. Alors, voilà, là, je donne la parole à Lauriane pour qu'elle vous explique exactement comment ça se passe en pratique, puisque c'était la question qu'on nous a demandé. Oui. Alors nous, en pratique au cabinet, la première consultation, elle se fait par le cardiologue et c'est lui en fait qui pose le diagnostic et qui va déterminer les critères d'éligibilité et d'inclusion du patient. En même temps, il en profitera pour faire l'annonce au patient et il va lui expliquer un peu comment on fonctionne, c'est-à-dire en consultation en alternance avec avec moi, l'IPA au cabinet. Et donc lui expliquer que voilà, le patient sera peut-être amené aussi à me voir en consultation ou à ce que je l'appelle lorsqu'il y aura des alertes. En même temps, il fera la prescription en fait pour la télésurveillance parce que c'est un acte prescrit et il informera le médecin traitant parce que certains médecins traitants aussi peuvent intégrer la télésurveillance s'ils ont envie, mais bon, on les informe et le cardiologue en fait va prendre aussi rendez-vous en consultation avec moi afin que je puisse mettre tout en place pour le patient. Donc à la consultation, ma première consultation, donc la plupart du temps, je ne connais pas ces patients. J'ai une file active de patients en suivi, mais ceux-là sont des nouveaux entrants. Donc du coup, je vais voir le dossier médical, savoir le type de pathologie, ses antécédents, son traitement, revoir son bilan biologique, parce qu'entre-temps, en fait, le cardiologue aura sûrement introduit des traitements. Donc moi, je vais commencer mon suivi. Et puis, je vais faire aussi un entretien avec le repérage des vulnérabilités, mesurer son autonomie, parce que l'autonomie du patient est un indicateur pour moi de rentrer dans la télésurveillance ou pas, et les personnes ressources auxquelles je vais pouvoir m'appuyer. Est-ce qu'il a des infirmiers libéraux? Est-ce que c'est lui qui fait sa toilette? Est-ce que ça sera les infirmiers libéraux qui vont prendre en charge la télésurveillance? Donc, je fais en fait un entretien. En même temps, je vais commencer à faire de l'ETP.
voir ce qu'il connaît de la maladie et s'il connaît les signes de l'EPOF. Je vais lui expliquer ce que c'est que la télésurveillance. Donc nous, au cabinet, on a la chance d'avoir le matériel en fait de démonstration. Donc c'est plus parlant. Donc je vais lui montrer la balance, le tensiomètre, lui montrer la tablette et voir un peu si il va adhérer en fait à la télésurveillance. Je vais en même temps comme ça évaluer sa motivation, mais aussi ses risques de non-observance. Est-ce qu'il est capable de tenir debout sur la balance? Est-ce que ça ne lui fait pas un reflet sur sa maladie? Et donc peut-être que finalement, il n'a pas forcément envie qu'on lui rappelle tous les jours en fait qu'il est insuffisant cardiaque. Et puis, en parallèle, je vais quand même lui préciser, parce que c'est important, c'est de lui dire, ben voilà, moi, je ne serai pas tout le temps connectée sur mon écran. Des fois, je suis en vacances ou en congé, donc ça ne sera pas forcément moi qui vais vous appeler s'il y a une alerte. Et ça peut être votre cardiologue ou un des confrères du cabinet, parce qu'on se remplace à ce niveau-là. Une fois que tout est accordé, que le patient est motivé, la consultation est terminée. Et là, je vais faire plutôt, et là, c'est une grosse partie, c'est toute la démarche administrative, parce qu'il va falloir contacter le prestataire, informatiser le dossier du patient, mettre tout son dossier médical. Et en parallèle, je vais aussi appeler les infirmiers libéraux pour voir si eux aussi veulent bien utiliser ces appareils lors de leur suivi au domicile. Ensuite, une fois que tout est installé, ça va être une surveillance quotidienne. Donc, je vais me connecter tous les jours, sauf les jours fériés et week-ends et vacances, où là, ça sera le cardiologue qui prendra le relais. Et je vais pouvoir voir tous les jours, en fait, s'il y a des signes de non-observance. Et donc là, je vais appeler le patient parce qu'il est peut-être en congé, il est peut-être hospitalisé. Donc, essayer de comprendre pourquoi, en fait, il n'a pas pris de ses constantes le matin et peut-être retrouver des solutions. Des fois, en fait, il n'arrive plus à se peser parce qu'en fait, il a une fracture de la hanche et à l'heure actuelle, c'est compliqué de monter sur la balance. Donc, on trouve d'autres solutions alternatives. Je vais aussi, cette application, elle va me permettre de détecter des signes de décompensation qui ne sont pas des alertes. C'est des petites prises de poids progressives, mais pas sur 2-3 jours. Donc, la plateforme ne va pas détecter une alerte, mais moi, je vais pouvoir le voir venir. Et donc là, je vais pouvoir avertir le cardiologue et on va voir ensemble quelle conduite on va tenir. Est-ce qu'il faut que j'envoie une prise de sang? Est-ce que je téléphone au patient? Est-ce que je le reconvoque au cabinet? Donc, on va pouvoir vraiment plus affiner notre suivi. Et cet outil va nous permettre en consultation aussi de pouvoir aussi faciliter notre gestion, surtout quand je fais de la titration avec les cardiologues. Quand on va introduire un traitement, savoir derrière si les tensions elles vont bien, s'il faut réajuster de suite. Et maintenant, au niveau des alertes, c'est-à-dire que la plateforme est programmée pour générer des alertes. Et donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là quand j'ai une alerte qui apparaît? Je vais en systématique appeler le patient ou appeler en fait l'infirmière libérale pour affiner en fait les critères d'alerte, rechercher les symptômes. Et de là, je vais en parler au cardiologue, mais aussi en autonomie. Déclencher la conduite à tenir parce qu'au cabinet, on a mis en fait des algorithmes décisionnels. Donc, je vous en ai mis un peu en bas en exemple. Par exemple, une alerte poids. Si le patient a pris 2 kilos, je vais pouvoir majorer les diurétiques en autonomie. Par contre, s'il a pris 5 kilos, ça va être en fait le relais ça va être le cardiologue qui va gérer l'alerte. Souvent, suivant la conduite à tenir, on organise un rendez-vous au cabinet, mais ce rendez-vous, en fait, il va être très rapide. Donc, les cardiologues ont très peu de place, donc c'est moi qui vais recevoir le patient et ce qu'on appelle une consultation en binôme, où je vais un peu tout dégrossir et le cardiologue va me rejoindre après pour mettre la conduite à tenir. Je vous ai mis 2 exemples de patients pour que ça soit un peu plus concret. Marc, voilà. Donc là, on a une patiente qui est suivie au cabinet et on voit qu'il n'y a pas eu d'alerte de déclencher.
Et elle a eu une consultation par le cardiologue qui a estimé qu'elle allait bien. Donc, c'était là où il y a la flèche rouge, vers le 15 mars. Et donc, la cardiologue a décidé en fait de diminuer les diurétiques parce qu'elle allait bien, parce qu'on commençait un peu ce sevrage-là. Elle m'a informé en fait qu'elle diminuait les diurétiques et qu'il fallait faire une surveillance un peu plus accrue. Elle a programmé en plus un rendez-vous de suivi à 1 mois où je devais voir la patiente. Entre-temps, en me connectant tous les jours en fait sur la plateforme, je vois que progressivement, elle commence à prendre du poids. Donc, avant d'attendre une alerte, j'appelle la patiente. Donc, c'était hier. Et il se trouve en plus qu'elle part en week-end pascal, donc elle ne pourra pas se peser et qu'elle est très inquiète parce qu'elle aussi a vu qu'elle prenait du poids. Donc, je décide en fait de remettre le diurétique à la dose ultérieure et de surveiller. Et demain, je l'appellerai pour voir si ça va mieux, si le poids est redescendu. Un autre cas, donc là par contre c'est un patient en fait un peu compliqué qui a des troubles cognitifs et que c'est sa femme en fait qui gère vraiment la télésurveillance. Donc là on a une alerte qui se déclenche. On voit en fait que le poids commence à monter, que les fréquences cardiaques sont irrégulières, assez hautes, hein, il monte à 100. Donc là dans ce cas-là, moi qu'est-ce que je fais? J'appelle directement le patient. Lui me dit qu'il va bien, donc je demande à avoir son épouse qui là me dit non, Lauriane, il est asthénique, il est essoufflé, et puis en plus, il a repris en fait une consommation d'alcool, il boit beaucoup. Donc j'alerte le docteur Villasec et on décide en fait ensemble de convoquer le patient pour faire un examen clinique un peu plus approfondi, faire aussi un électrocardiogramme. Donc le patient va revenir au cabinet dans les 3 jours. Ça s'est fait en 3 jours. Donc 3 jours après, le patient a été vu au cabinet en consultation en binôme. Et là, en fait, le docteur Villasec a diagnostiqué en fait une FA. Donc il a diurétiqué, on a fait une prise de sang. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'entre-temps, quand j'ai convoqué le patient, j'ai envoyé aussi une prise de sang à faire pour que quand il vienne au cabinet, on ait aussi la prise de sang. Voilà en réalité, en pratico-pratique, ce qu'on fait au cabinet. Ouais, donc là, ça a permis d'éviter l'hospitalisation. Alors, il y a des fois, on n'arrive pas, hein, parce que c'est, comme je vous ai dit, enfin, moi, en tout cas, la plupart des patients que je mets en télésurveillance, c'est des patients en sortie de décompensation qui ne sont pas équilibrés et souvent avec des fractions d'éjection altérées. C'est des patients plutôt graves, en fait, parce que on ne peut pas mettre tous les patients en télésurveillance. Alors, compétences professionnelles, en fait, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, moi, je suis juste cardiologue généraliste, donc en fait, n'importe quel cardiologue pourrait le faire. Après, il faut petit à petit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc petit à petit, après, on devient meilleur. Et en tout cas, en ce qui concerne Lauriane, qui, en fait, elle est infirmière en pratique avancée sur les maladies chroniques, mais petit à petit, on l'a formée. Elle m'a formé, elle, à la fragilité, elle m'a formé sur certaines compétences qu'elle avait, et moi, je l'ai formée, enfin, on l'a formée puisque j'ai la chance dans le cabinet d'être avec une associée qui était PH et qui travaillait sur la science cardiaque. Donc, en fait, on l'a petit à petit formé sur la science cardiaque et la cardiologie. La question qu'on nous a posée, c'est le financement. Et bien, comme on vous a dit au départ, c'était le protocole étape de 2018 à 2023, avec une facturation chaque 6 mois. Alors, de temps en temps, j'oubliais, je n'ai pas tout facturé, parce que c'était assez complexe. Maintenant, on est passé en droit commun, c'est tous les mois. C'est tout aussi complexe. Là, juste pour vous dire sur la facturation, et après on aura quasi terminé pour rester dans les temps, euh, le CNP de cardiologie a travaillé sur des patients, complexes. Et en fait, il y a plusieurs niveaux de facturation. Donc, le premier niveau de facturation, tous les patients, en fait, un patient qui a fait une décompensation cardiaque dans les 12 derniers mois, il peut bénéficier de cette prise en charge de télésurveillance. C'est le niveau socle qui s'appelle TVB, ou un patient qui a insuffisance cardiaque et qui est en stade NYHA 2 avec un BNP supérieur à 100 ou un T-pro-BNP supérieur à 1000 peut bénéficier, mais c'est quand même on a beaucoup de gens qui ont un NYHA supérieur à 2 avec un T-pro-BNP à 1000, surtout si en plus il y a une insuffisance rénale, s'il est âgé. Donc ça, c'est les patients TVB 28 euros. Si le patient sort d'hospitalisation et que vous le mettez dans les 30 jours, donc vous êtes beaucoup plus rapide, vous n'attendez pas un mois, vous le mettez dans les 30 jours, en fait, il est d'emblée en ce qu'on appelle la majoration niveau 1, et c'est 2 fois la TVB et c'est 56 euros. Et si le patient a des critères de gravité,
c'est-à-dire il a fait un choc cardiogénique dans les 6 derniers mois, il est sur les attentes de transplantation cardiaque, il a un syndrome cardio-rénal, une insuffisance rénale cardiaque réfractaire, une cardiopathie restrictive ou amylose cardiaque en stade 2, lui, il aura un niveau majoré encore plus, c'est majoration niveau 2, c'est 2,5 TVB et c'est 70 euros. Donc ça, c'est plus fréquemment à l'hôpital. Alors nous, on en a aussi, mais plus fréquemment, c'est l'hôpital qui les a. Et le quatrième niveau, c'est en fonction des comorbidités. Si si le patient a une hémoglobine à 10 ou un débit de filtration inférieur à 45, c'est des gens qui sont encore plus complexes, qui ont plus de risques de faire des alertes, de décompenser. Et donc, bah, pareil, en fonction de l'âge, eux, ils auront un niveau de majoration supérieur qui est au référentiel qui est de 28 euros. Donc, quelles sont les difficultés et les réussites? Ça sera ma dernière diapo. L'élément de réussite, c'est les acteurs. On sait que tous ces projets, ils marchent parce qu'il y a des gens qui sont motivés. Et donc, la première, c'est la collaboration entre le cardiologue, l'IPA et le prestataire. Le prestataire est important parce qu'il faut quand même que le prestataire nous explique bien. Et puis, des fois, on fait des remontées comme quoi il y a des choses qui ne marchent pas. Après, l'implication du patient et l'observance, parce que le patient, il faut qu'il adhère. Il y a les aidants qui sont très importants parce que presque ils sont plus motivés que les patients. Il y a l'implication des professionnels libéraux, comme les infirmiers. Donc ça, c'est important. Et il faut donc réfléchir quel est le rôle de chacun là-dedans. L'élément de contrainte, c'est le patient qui ne peut pas tenir debout, parce que pour poser, c'est compliqué. Mais c'est bête à dire, mais en fait, il y a quand même des gens avec les vertiges, en fait, ils n'appuient pas pareil sur la balance, et donc en fait, le poids n'est pas vraiment toujours le même. Les difficultés, c'est chronophage sur les gestions administratives et facturation. C'est pas tant gérer les alertes, mais c'est la facturation qui est quand même complexe. Et au départ, le niveau administratif. Et les médecins traitants qui ne s'impliquent peut-être pas assez parce qu'ils ont du mal à avoir l'intérêt. Et les avantages, eh ben, ça permet d'intervenir de façon précocement, enfin d'intervenir une intervention précoce. Ça aide à la titration. Ça aide à la consultation parce que j'ai déjà beaucoup de données, donc ça me permet de discuter avec le patient, de voir le moral, d'aborder petit à petit si on voit que le patient se dégrade, eh ben, à la fin de vie, des choses comme ça. Possibilité de gérer à distance, les outils facilitants, enfin, ça nous facilite, en tout cas pour l'éducation thérapeutique, et c'est plus facile à expliquer les signes EPOF. Voilà, j'ai terminé, on a terminé, et désolé pour le problème technique. On Merci a pris du beaucoup, retard. Marc. Il y a des questions, enfin, on voit bien les différences et les points de convergence entre la pratique hospitalière et la pratique libérale, qui n'est pas, évidemment, les moyens et les environnements ne sont pas les mêmes, mais on voit surtout dans le secteur libéral, en tout cas, mais il existe également dans le secteur hospitalier certainement, une parfaite coopération que vous démontrez avec une IPA. Et ça a été le cas d'ailleurs déjà dans notre premier webinaire qui portait sur la téléconsultation en médecine générale. Donc le cadre n'était pas le même, mais on voit bien également que les infirmières ou les IPA d'ailleurs peuvent également contribuer largement et que c'est constitué un couple dans le cadre d'ailleurs d'une équipe de soins en fait en réalité. Là c'est un binôme, mais enfin ça peut être une équipe de soins. Alors, il y avait quelques questions dans le chat auxquelles Rémi Sabatier et Marc Villasec peuvent bien sûr également répondre. Et à Maurice Ayot, il a déjà eu des réponses écrites, mais sa question est intéressante. Il demandait bien évidemment, Maurice, excusez-moi, de commenter ce qui semble difficile à déployer, puisque en cardiologie, ça a quand même demandé 10 bonnes années avant d'être déployé et financé, ce qui est difficile à déployer dans d'autres pathologies chroniques. Et que, en fait, très souvent, il y a l'insuffisant cardiaque, il n'est pas insuffisant cardiaque, point, mais il peut être insuffisant cardiaque parce qu'il a une coronaropathie, que c'est un diabétique, enfin bon, il y a bien sûr des polypathologies. Et que, par conséquent, ce n'est pas simple à imaginer et ça nécessiterait un gros travail collaboratif entre les différentes spécialités et bien sûr aussi avec l'intervention éventuelle du médecin généraliste. Est-ce que, donc ça, c'est ce qu'a répondu Rémi Sabatier. Marc, veux-tu faire un commentaire sur ce sujet-là en pratique libérale? Non, sur la monopathologie, en fait, là, on crée des outils efficaces
d'expertise, mais effectivement, à un moment, on va se retrouver comme les pacemakers, la testation des pacemakers, où il y a l'industriel Implicity qui a trouvé une plateforme qui permet de tester, de récupérer la télésurveillance de 5 programmateurs qui existent du pacemaker. Là, nous, on travaille avec Newcard. Newcard, il fait à la fois l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale. Il va faire d'autres choses. Donc, en fait, il en fait plusieurs. Mais effectivement, il y a la télésurveillance, elle est aussi sur le patient pulmonaire, sur le patient diabétique à l'heure actuelle. Bon, une fois qu'on aura développé toutes ces solutions, petit à petit, il y aura peut-être des plateformes communes. Et c'est ce, on essaie en travaillant en logique. Rémi Sabatier, qui est professeur en télémédecine, en fait, et avec d'autres, avec Jean-Michel Tartière, on essaie de travailler à comment avoir une plateforme unique et même une plateforme regroupant plusieurs outils de télésurveillance. Parce qu'il y a des outils qui ont des spécificités. Et il y a des outils qui sont plus pour des patients plus complexes et d'autres pour patients plus simples. Et des fois, il y a des patients, comme a dit Rémi, il y a des patients qui ne prennent pas automatiquement les mesures ou qui ont du mal à adhérer, et peut-être des solutions plus souples pourraient être intéressantes. Donc peut-être demain, ça serait d'avoir plusieurs solutions, mais une seule plateforme pour récupérer toutes ces solutions, pour avoir la meilleure solution qui s'adapte aux patients. Et est-ce que tu penses, et est-ce que Rémi pense aussi, que les moyens numériques de l'État, hein, je fais allusion là à mon espace santé, au DMP, enfin à tout ce qu'il y a dans ce sujet-là, peut être un moyen, en particulier pour des patients polypathologiques, on sort un peu du sujet de la télésurveillance. Enfin, les données se trouveraient quand même dans mon espace santé. Est-ce que là peut être un moyen ou un point sur lequel il faudrait agir pour que ces moyens numériques, enfin qui sont anciens mais qui sont encore balbutiants, que ces moyens numériques puissent être davantage utilisés? Est-ce que cela vous semble pouvoir avoir de l'intérêt? Bah, si je peux répondre de ce que je sais, c'était un vœu des institutions avec mon espace santé d'utiliser les données ensuite du patient croisées éventuellement avec d'autres plateformes pour, grâce à de la gestion de données, enfin de l'IA, générer d'autres informations, d'autres alertes, par exemple. Le souci, c'est que ça demande quand même, parce que bon, l'IA ne fera rien sans qu'on lui... Enfin, si, ça peut faire des choses en cherchant, mais ça va probablement mettre des années à faire quelque chose de pertinent. Et il faudrait déjà qu'on se mette autour d'une table à plusieurs spécialités pour faire des plateformes à deux, trois pathologies. Parce que on sait très bien qu'une BPCO avec une insuffisance cardiaque, c'est un couple un peu maudit. Avec l'insuffisance rénale aussi, bien sûr. C'est plus facile avec l'insuffisance rénale parce qu'on travaille déjà avec les néphrologues et qu'on a du recul sur le syndrome cardio-rénal. Mais bon, pour ce qui est de la BPCO, on ne travaille pas beaucoup avec les pneumologues et on sait très bien que les deux pathologies vont pas du tout bien ensemble. Donc, il faudrait se mettre autour d'une table et dire, bah voilà, on fait une plateforme télésurveillance pour des patients qui ont ces deux pathologies. Qu'est-ce qu'on leur rajoute comme question? Qu'est-ce qu'on rajoute comme alerte? Comment on gère le problème? C'est pas simple. À mon avis, c'est pas simple, mais c'est faisable. Il faut savoir que le SCAD avec Annette Belin, ça nous a pris 5 jours de brainstorming avec l'équipe canadienne qui nous a tiré les verres du nez, 10 heures par jour, rien que pour faire un algorithme sur l'insuffisance cardiaque avec deux spécialistes. Donc, je pense que là, si on veut faire quelque chose qui fasse l'unanimité, puisque le SCAD, c'est même pas forcément admis par tout le monde, hein, ça va être encore plus compliqué. Mais c'est pas infaisable, on est d'accord. Et après, il y a le rêve d'utiliser les données comme ça et de laisser l'IA nous dire ce qu'il faut faire. Bon, pour le moment, on n'y est pas. Non, mais mettre de l'IA, en tout cas, dans mon espace santé. C'est intéressant, la réponse que vous venez de faire, Rémi, hein. Ah oui, mais je pense Vous qu'ils avez ont. également les félicitations, tous les deux d'ailleurs, d'Olivier Babinet de l'ANAP. Donc, si l'ANAP s'y met, les choses vont avancer. Ça, C'est ce que ouais, j'évoquerai. Et ouais, Olivier pose une question sur quel a été l'impact, alors qui s'adresse plus peut-être à la pratique dans le secteur libéral, quel a été l'impact du passage au droit commun? Euh, L'impact, pour l'instant, Euh, l'impact, c'est que j'ai 6 mois de retard de mes cotations et que c'est Lauriane qui va les faire, mais c'est tous les mois. Enfin, pour l'instant, j'ai pas d'impact, mais de la facturation tous les mois. En fait, le problème, enfin, de la TSO d'insuffisance cardiaque, même avant 6 mois, c'est que les patients ils meurent. Et si vous le faites pas dans le mois, en fait, vous facturez en retard.
ben, en fait, il n'existe plus au niveau de la CPM et vous n'êtes jamais remboursé. Et c'est pas grave en soi, hein, mais enfin, voilà, sur ma première file active, il y a la moitié des gens qui sont décédés. Parce qu'avant, on les laissait et maintenant, on laisse pas la télésurveillance aux patients, sauf les très compliqués, mais c'est plutôt rare. Mais voilà, donc pour l'instant, le droit commun, bon, ben, c'est Lauriane, je sais pas si tu as un mot à dire sur ça, mais enfin, parce que tu as fait la facturation, tu as déjà commencé à faire la facturation. Oui, alors l'impact, oui, c'est une grosse charge de travail, hein, parce qu'il y a les cotations et puis c'est que sur 6 mois. Bon, après, une fois que c'est régulier tous les mois, ça se fait, ça va dépendre de la file active. Après, l'avantage, c'est qu'enfin l'IPA, elle est payée. Parce que nous, on était au forfait sur des patients et donc tout ce qui était télésurveillance n'était pas du tout, on n'avait aucune ressource financière là-dessus, donc on le faisait en bénévolat. Il y a d'ailleurs une question qui est posée par un spectateur anonyme sur combien de temps passer avec le patient pour la mise en place, en fait, au départ du dispositif sur le parcours très complet qui est proposé dans l'exemple que vous avez montré. Quel est le temps passé, si vous pouvez l'estimer Oui, alors oui, oui, je l'estime parce qu'on a des consultations dédiées pour ça. Donc moi, je mets environ 1 heure. C'est 1 heure parce qu'il y a l'examen clinique, parce que derrière aussi, parce que moi, je fais des consultations en binôme IPA, donc il y a tout cet examen derrière, il y a ce recensement et puis recueillir le motivationnel. Ouais. Ce À qui prouve l'hôpital, d'ailleurs que la télémédecine en général et la télésurveillance en particulier ne déshumanisent pas la relation, qui est un des poncifs que les conservateurs, si je puis dire, conservent encore. Mais il y a également une réponse qui nous vient du Québec, de Louis Larouche. hmm, Le dispositif technologique peut s'adapter aux différentes pathologies chroniques, nous dit-il. Ici au Québec, en tout cas, le défi pour eux semble être de développer le côté clinique. Ça veut donc dire, de toute façon, comme Rémi Sabatier l'évoquait, qu'il faut que les différentes spécialités concernées puissent en discuter entre elles. Il faudrait que les CNP, peut-être, là, des initiatives. Monsieur le président du CNP, non, tu ne crois pas? Non, non, mais moi je suis prêt à travailler avec le Québec en tout cas, nous, on s'est servi des Canadiens pour les IPA. Donc je veux bien leur envoyer la balle sur comment nous on a mis en place, parce qu'effectivement, bon, enfin, vous savez que notre système de santé va de plus en plus mal. Mais en tout cas, on a quand même réussi à acter, ce qui est quand même incroyable, c'est une télésurveillance. On est les premiers, on est le premier pays au monde à avoir une télésurveillance prise en compte dans le droit commun. Donc, bravo à la France, avec des rémunérations qui sont plutôt correctes. Alors, administrativement, c'est compliqué, mais après, on s'organise. Euh, c'est compliqué, mais voilà. Après, il y avait une question sur la file active. C'est toujours pareil. Une fois qu'on a l'habitude de faire cette prise en charge, moi, avant, je le faisais tout seul. Donc, en fait, il n'y a pas de souci. Un médecin, un cardiologue, il peut le faire 10 patients. C'est pas très compliqué. Mais après, quelque chose qu'on fait de façon, enfin, par réflexe, c'est plus rapide. Maintenant, effectivement, j'ai la chance, un peu comme Rémi, où c'est Lauriane qui s'occupe vraiment beaucoup plus des patients. Donc, toi, Lauriane, ça te prend combien de temps sur combien de patients à peu près? Sachant que les patients, en fait, ça tourne, hein, en fait. Il y a des patients, en fait, on les sort, etc. Oui, après, il y a des patients stables auxquels on a fait la titration et c'est une surveillance, voilà, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Après, il y a des patients plus complexes. Mais moi, j'ai dédié, en fait, on a une file active là au cabinet avec les 3 cardiologues d'environ 40 patients. Donc, j'ai à peu près 2 à 3 alertes par semaine, mais c'est des fausses alertes, pas déclenchées par la plateforme parce que je les vois avant, parce que je me connecte tous les jours. Thierry Moulin qui est neurologue, professeur des universités lui aussi, pose comme question, c'est en fait, est-ce qu'un IPA ou une IPA est prise à plein temps pour cette activité? Et si oui, avec combien de patients suivis? Non, 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 c'est pas du tout un plein temps, hein. Déjà, la télésurveillance, c'est aussi une aide à la consultation IPA parce que les insuffisants cardiaques, nous, on a mis en fait des consultations en alternance.
une fois le cardiologue, une fois moi au cabinet. Donc, D'accord. voilà. Donc, c'est pas un plein temps, c'est une aide et voilà, c'est un outil supplémentaire pour améliorer nos prises en soins. Mais c'est pas la télésurveillance qui fera vivre une IPA. Si je peux D'autant donner que le vous point de avez vue. une expérience qui est rattachée quand même à l'insuffisance cardiaque chronique, c'est que vous êtes également IPA en gérontologie, hein, c'est ça, moi, en gériatrie. Oui, j'ai un master en gériatrie, donc voilà, c'est en Si plus. Patrick je peux donner le Ancillon, point de c'est vue pas de. véritablement une question, enfin, c'est que la messagerie sécurisée instantanée, à supposer qu'elle puisse être sécurisée, ce qui était aussi un des objectifs de l'État, pourrait optimiser la coordination pluriprofessionnelle pour des patients polypathologiques. Est-ce que Alors, vous en avez un début d'expérience? oui, Euh, ça, je peux répondre. C'est oui, vrai que oui. la personne, là, Patrice Ancillon, évoque effectivement la téléexpertise, la téléconsultation, et c'est effectivement vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire que la télésurveillance est un des outils. Il faut utiliser les autres, et notamment pour ne pas déplacer le patient, on peut avoir recours à la téléconsultation, puisqu'on a les données de la télésurveillance, l'autosurveillance du patient, ses paramètres vitaux. Donc, on est sur de la téléconsultation déjà un peu augmentée, j'allais dire, même si il est seul devant son écran, le patient. Et donc, s'il est capable de déclencher, nous, sur la tablette, par exemple, on peut rentrer en téléconsultation avec lui très facilement. Et ça, c'est effectivement un élément important. La téléexpertise, je trouve ça très intéressant, la question, parce qu'effectivement, dans l'hypothèse d'une plateforme multipathologie, on pourrait avoir un avis comme ça, avec des éléments documentés par la télésurveillance sur le patient qui permettent de poser une question assez précise à l'expert de l'autre pathologie. C'est vraiment intéressant. Je crois qu'effectivement, la télésurveillance ne va pas tourner seule, elle va tourner avec les autres outils numériques parce que l'objectif, c'est d'éviter de déplacer le patient quand même quand on peut, d'éviter à tout prix son hospitalisation, donc passer par tout ce qu'on peut faire autrement. Alors, notre ami québécois nous dit que le défi est pour la France. Ici, nous avons tout en marche. C'est quand même extraordinaire si En Marche s'est déplacé jusqu'au Québec. Mais enfin, semble bien qu'au Québec, tout soit en marche. Et nous télésurveillons la Mais plupart des maladies chroniques. Donc, je pense que dans les évolutions et dans les réflexions que l'on peut avoir et que l'on a déjà abordées là, tous ensemble, euh, peut-être d'ailleurs que le think tank fera des préconisations à cet égard, puisque c'est quand même notre objectif. Peut-être faudrait-il nouer des liens avec nos lointains cousins du Québec. alors, ils ont Ouais, une c'est expérience très très intéressante sur le sujet. C'est vrai que je connais bien Louis Larouche, et je peux vous dire qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre de ces équipes qui font ça depuis bien plus longtemps que nous. Oui, parce que le Québec a déjà travaillé en termes d'équipe de soins depuis de très nombreuses années. Alors, sur les questions, actuellement, c'est terminé, ou y en a-t-il encore quelques-unes? Pierre, veux-tu intervenir? Pierre Simon. Oui, oui, j'ai entendu. Je crois qu'il y avait la question de Mario Lagneau que tu n'as pas prise. Ah, pardon Marion, je la recherche, je vais la retrouver. Elle est au-dessus de celle de Thierry Moulin. Elle est au-dessus de celle de Thierry Moulin. Tu m'excuses, Marion, hein. Marion Lagneau, voilà, le dispositif de prise en charge est impressionnant. Tout le monde vous félicite, hein, dans le chat. Et nous aussi, d'ailleurs, les organisateurs. Les insuffisants cardiaques étant polypathologiques, est-ce que vous avez à gérer des complications de ces autres pathologies, comme par exemple un diabète pas non équilibré? Comment faites-vous alors? Alors, un patient sur deux insuffisant cardiaque ne meurt pas du cœur, alors qu'ils sont graves. Donc, effectivement, il faut quand même une coordination forte avec le médecin généraliste. Et Oui. nous, on s'occupe vraiment que de la partie du cœur, ou si c'est le rein, on en faut un néphrologue, parce qu'après, c'est un syndrome cardio-rénal, etc. Mais si c'est sur un diabète, on a tendance à réadresser le patient au médecin généraliste, qui lui est plus apte et meilleur dans ce domaine, ou s'il a un endocrinologue. Mais en fait, on renvoie quand même assez fréquemment aux généralistes. Et nous, en fait, on décharge toute la partie cœur. Nous, on dit, ouais, voilà, le patient, il est stable. S'il va pas bien, c'est autre chose. Et c'est ton job. Voilà.
Est-ce que c'est la même pratique en secteur hospitalier? Alors, on a mis sur la plateforme les grands systèmes de télésurveillance du diabète. Donc, c'est vrai que si on a une déstabilisation d'insuffisance cardiaque, on a souvent associé une déstabilisation du diabète et le diabétologue est informé par le biais de ces télésurveillances. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas eu à faire une plateforme régionale parce que les systèmes du diabète se sont imposés au niveau national très vite, comme étant deux, trois systèmes uniques, puis très complexes, très avancés. Donc, on n'a pas cherché à faire quelque chose. On a la même chose pour les plaies, par exemple, et la dermato. Et ça, c'est intéressant parce qu'un patient qui recommence à avoir des œdèmes, bon, bah, son ulcère de jambe, il va jamais cicatriser. Donc, c'est une coopération avec des systèmes comme on connaît de Domoplay ou enfin, tous ces systèmes de plaies. Enfin, sur l'insuffisance rénale, bah, là, c'est parce qu'on a les bonnes relations sur le syndrome cardio-rénal, mais c'est pas assez construit de ce côté-là, par contre, comme on le disait, et c'est vraiment pas du tout construit chez nous, en tout cas, sur la pneumologie, l'association avec la pneumologie. Donc, c'est vraiment la construction clinique maintenant qui manque. Oui, alors notre confrère québécois nous répond que nous sommes disponibles. Voilà une ouverture qui est importante. C'est peut-être nous qui sommes trop timorés. Alors, si les Québécois sont disponibles pour nous, eh ben, ne soyons pas timorés et allons vers eux, puisqu'ils nous ouvrent les bras. Jérôme Bourreau pose une question d'un point de vue organisationnel. Voyez-vous un rôle d'organisation, c'est une question qui est souvent posée, entre la ville et l'hôpital, en théorie et en pratique? C'est-à-dire, est-ce que le service hospitalier s'occupant des insuffisants cardiaques a également des relations finalement entre le cardiologue de ville qui probablement initialement a suivi le patient qui est arrivé en secteur hospitalier pour un état de décompensation de l'insuffisance cardiaque chronique, ou est-ce que cette coopération reste ténue? Alors, je commence, Marc, et puis je Oui, donne le oui, oui, point de vue oui. que j'ai à l'hôpital. On a évidemment énormément de progrès à faire sur ce plan-là parce que même si on renvoie les patients vers leur équipe ambulatoire, comme c'est nous qui avons initié la télésurveillance, on a parfois des difficultés à les faire fonctionner, même si pourtant voir un patient de façon proactive, c'est plus intéressant de le voir pour l'envoyer aux urgences. Mais ceci dit, le système, à mon avis, pourrait évoluer vers le patient a été hospitalisé. Alors, il a accepté la télésurveillance en sortie d'hospice. Très bien. On va faire les 3, 6 premiers mois. Et puis ensuite, le relais est pris par le cardiologue libéral qui poursuit la télésurveillance si elle est toujours indiquée. On pourrait même éventuellement se partager le début du travail, faire que les 3 premiers mois. Ça, c'est une proposition déjà, quelque chose à évaluer. Et le deuxième point, c'est si le patient a refusé la télésurveillance à l'hôpital parce que, pour plein de raisons, il ne nous connaît pas, enfin plein de choses, on ne l'a pas convaincu. Là, le cardiologue traitant derrière, il peut rattraper le coup. Il sait que son patient, il est à risque. Il a la confiance de son patient en général, peut-être plus que le secteur hospitalier, s'il ne nous connaît pas. Et il va pouvoir déclencher une télésurveillance. Donc, c'est quand même une synergie importante qu'il faut qu'on travaille, parce qu'actuellement, on se dit que ce n'est pas les mêmes patients, mais en fait, quelque part, si, ils retournent en ville de toute façon s'ils ne sont pas morts, hein. Donc, c'est les mêmes patients, il faut qu'on arrive à avoir une Oui, synergie oui, sur oui, ces tout à patients. fait. Oui, Marc, alors, oui, oui. Bah, en ce qui concerne, bah, nous, de toute façon, les patients insuffisants cardiaques, ils, re- ils finissent pas, mais ils repassent souvent à l'hôpital un jour ou l'autre. Donc, en fait, l'établissement privé et public, on travaille avec les deux. Et là, nous, sur tout le Gard, je suis en train de mettre en place un adressage des hôpitaux vers les cardiologues de ville pour tous les patients qui ont fait une première décompensation cardiaque et qui n'ont pas de cardiologue. Et en fait, ils n'arrivent pas, vous savez qu'à 2 mois, il y a seulement 33% des patients qui voient un cardiologue. Et donc, on met un outil d'adressage plus rapide pour que les patients qui n'ont pas de cardiologue voient directement un cardiologue dans le mois pour tout le Gard. Et après, nous, on les retourne si besoin. Donc, l'hôpital, il garde les patients complexes, les patients qu'il veut. Et nous, on prend les patients qui ne peuvent pas prendre en charge. Et après, on travaille avec la cardiologie, mais autant avec la gériatrie, parce que la moyenne d'âge, elle est 80 ans, 78 ou 81 ans sur les cohortes. Donc, en fait, nous, après, on doit les réadresser un jour ou l'autre, parce que, voilà, si on doit gérer la fin de vie, des choses comme ça. Donc, voilà. Mais en tout cas, on peut faire un parcours de vie pendant 5 ans, l'insuffisance cardiaque. À un moment, il arrête les surveillances, à un moment, il arrêtera, et puis à un moment, ça sera complètement fini. Et des fois, ben, Lauriane, elle fait le suivi à domicile du patient.
pour faire la dose diurétique. Donc, on essaie de faire un continuum, mais en tout cas, de plus en plus, on va aller vers une gradation du soin entre le cardiologue libéral et le cardiologue hospitalier, où peut-être il fera plus de tertiaire, parce que même moi, si je fais de l'amylose, ben, j'adresse automatiquement tous mes patients au CHU sur l'amylose, sur des CMH complexes. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. Et puis, lui, il me réadresse, ou je peux adresser à la clinique aussi pour certains patients valvulaires, voilà, des choses comme ça. Arthur Dauphin, qui vient de rejoindre le think tank et qui est pharmacien, docteur en pharmacie, et qui actuellement est conseiller numérique à France Assos, pose une question. Mais d'abord, il vous remercie pour ses présentations très claires et ses beaux projets. Et la question est la suivante: la télésurveillance est-elle aussi une occasion pour remettre plus d'interdisciplinarité avec les autres professionnels de santé autour du patient? Alors, on le voit bien sûr avec les IPA, mais il évoque également les pharmaciens, les kinés, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Que ça va évoluer dans ce sens-là? Alors, moi, enfin, je pense que c'est biaisé. C'est-à-dire que si Rémi et moi on est là, ou si Lauriane on est là, c'est qu'on est des gens beaucoup plus ouverts que la normale. Oui, Et on est tourné vers l'innovation, on est tourné vers l'autre, parce que c'est l'autre qui nous amène les solutions. Et voilà, donc en fait, on est naturellement, voilà, et on a à cœur d'améliorer l'accès aux soins. Et donc, on va travailler avec tous les gens qui ont cette même ambition d'améliorer l'accès aux soins. Et comme on n'est pas assez de médecins, comme on n'est pas assez, comme l'offre n'est pas suffisante, eh ben, on va s'aider de tous les acteurs. Et donc, on a fait les trophées d'insuffisance cardiaque où il y a des CPTS, il y a des pharmacies qui dépistent l'insuffisance cardiaque grâce au Signépof. Et on peut très bien penser qu'ils fassent un jour de la téléexpertise avec nous, qu'ils fassent de l'éducation thérapeutique. En tout cas, on ne s'exclut rien au service du patient. Donc, en tout cas, je pense que quoi qu'il arrive, notre cabinet sera à la fois connecté et coordonné, soit par des outils numériques, mais par de l'humain, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, en fait, la télémédecine, ben, c'est assez paradoxal, mais ça renforce le côté humain, parce que le côté technique, il est d'un côté, et de l'autre, on se retrouve des fois face à face vis-à-vis d'un patient, on ne s'est jamais regardé droit dans les yeux, et ça permet de découvrir, c'est un autre rapport, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre l'attention, il n'y a pas besoin de prendre le poids, et voilà, donc ça ouvre peut-être aux patients, et ça ouvre aux autres professionnels, mais en tout cas, la solution de notre système de santé, des systèmes de santé dans le monde, ne seront qu'à plusieurs. très bien. Eh bien, écoutez, on pourrait encore continuer, mais je crois qu'il faut qu'on respecte aussi un peu les horaires. Avez-vous un mot de conclusion, si vous voulez? Rémi, avez-vous un mot de conclusion? Enfin, de conclusion, oui, c'est pas le mot de la fin, mais conclusion temporaire. Euh, Un mot de conclusion, la télésurveillance, pour utiliser un terme très à la mode, parce que c'est bien d'utiliser des termes à la mode, il paraît, hein, pour rester jeune, c'est vraiment un game changer dans le parcours de soins. Moi, j'en suis convaincu déjà depuis longtemps, vous l'avez compris, et il faut en mettre pour faire du lien, pour garder le patient à domicile, pour casser ces ruptures de suivi qu'on n'arrive pas, enfin, qui arrivent de toute façon sinon, parce qu'il y a toujours des grains de sable dans le système. Voilà. Et puis parce qu'en plus, on n'est pas assez nombreux. Donc, c'est vraiment une façon de démultiplier l'action des soignants. J'y crois beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Marc. La télémédecine en général, que ce soit la téléexpertise, la télésurveillance, la téléconsultation, il va y avoir la téléréadaptation. En fait, notre environnement est vraiment en train de changer et c'est passionnant, c'est excitant. Et si les gens, je ne sais pas si enfin, on les aura peut-être pas enfin, si on a pu les motiver, enfin voilà, essayer, c'est l'adopter. Voilà. Je ne sais pas si c'est les jeunes, ils disent ça. Adopte un mec, on va dire adopte une télésurveillance, quoi. Voilà, si je veux rester aussi jeune que Rémi. Merci beaucoup. Lauriane, vous voulez dire un mot? Oh, je pense Excellent. qu'ils ont tout bien résumé. Je ne dirai pas Non. plus. Enfin, écoutez, tout le monde vous félicite vraiment, hein, et on voit beaucoup. Il y en a un là, qui vient de dire, Cédric Villeminot, qui vous adore. Bon, c'est merveilleux, tous les trois, hein. Maurice Ayot qui dit bravo aux cardio et aux IPA, et Thierry Moulin qui vous envoie, et puis d'autres qui ont essaimé en évoquant tout le temps. Alors, Maurice Ayot nous a suggéré également, mais ça je ne le retrouve pas, ou vous a suggéré dans le chat, de faire appel à un autre euh, Oui, Québécois. il a parlé de Guy Paré. Voilà, voilà. Donc Maurice, effectivement, du temps où j'étais président de la Société
français de télémédecine, on a invité à 3 reprises à chaque congrès Guy Paré, déjà, et je pense que peut-être que Rémi Sabatier s'en rappelle d'ailleurs, parce que euh, c'était il était l'invité habituel, disons, de nos congrès de télémédecine. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le sujet de la télésurveillance des maladies chroniques. Il a fait des publications remarquables et je crois que effectivement, c'est quelqu'un qu'il faudrait également contacter parce que, il a une grande expérience, surtout de la littérature sur ce sujet. Bien. Lina, si tu es encore en ligne, veux-tu intervenir? Non, Lina a dû nous quitter. Bon, mais écoutez, merci beaucoup pour ces interventions qui sont passionnantes. Les petits gags, les petits bugs techniques au départ n'ont pas empêché de pouvoir avoir des échanges très riches entre nous. Donc, nous allons faire notre miel de ce que l'on a appris de vous. Et le think tank, en tout cas, relaiera bien évidemment les éléments, tous les éléments que vous avez pu nous apporter. Et on espère bien vous revoir une fois prochaine. Voilà, je vous souhaite une Merci. bonne soirée à tous et à bientôt. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir à